V pense-t-il, dans la foulée de Claude Lévi-Strauss, que le monde a commencé sans l'homme et qu'il continuera sans lui? Vu que V est sorti à toute vitesse de ma tête surchauffée, je ne vois qu'une seule façon de nous en rendre compte. Il faut que je vous lise le grand discours que V a prononcé à un tracteur, dans une cour de ferme catalane, un soir que l'homme guérant l'avait abandonné à son triste sort de mécanique pensante, sous un ciel rempli d'étoiles qu'il aurait pu se consoler à compter et à nommer s'il n'en connaissait pas beaucoup mieux que nous le nombre et le nom. Tu as lu, toi, L'obsolescence de l'homme, de Günther Anders. Demande V, en préambule à une longue échappée verbale hors de la cour où il est parqué contre son goût. Tu m'entends venir de loin avec mes sabots, hein? Tu crois sans doute que je cherche à t'embarrasser. On se tutoie, n'est-ce pas? Face au silence, aussi pesant que les énormes roues à créneaux derrière lesquels son interlocuteur semble retranché, V minimise l'importance de la réplique et de la répartie pour la conversation, les déclarant bien moins essentielles que la reprise pour aller quelque part. Avec une condescendance de grand seigneur, il déclare au tracteur, lui faisant physiquement de l'ombre, qu'il a largement le droit de se reposer et d'être à sa remorque si après une harassante journée au champ, il préfère ne pas parler. Oh, pas besoin de faire des tombereaux d'explications de l'obsolescence de l'homme. Je te résume ça en 2 coups de cuillère à peau. L'homme peut nous critiquer tant qu'il veut, mais qui se porte garant du passé, de tout le passé? Il n'a pas de mémoire. Quant aux livres, tous les 20 ou 30 ans, il les révise, les expurge ou il les brûle. Nous sommes de bien meilleurs garants de sa langue, de son histoire, de ses récits et même de ses précieuses valeurs. Une fois ces dernières intégrées, elles ne risquent pas de sortir de nos systèmes. Tu n'assentis pas, mais je sais que nous sommes sur la même longueur d'onde lorsque je dis que l'homme qui se croit au volant est, en somme, dépassé. « D'où es-tu, toi » demande V, soucieux en s'installant dans son monologue de maintenir malgré tout l'illusion d'une conversation équilibrée. Tu es fait de pièces détachées d'un peu partout, un bâtard, quoi. John Deere. Il n'est pas jusqu'à ton nom de baptême qui ne soit pas d'ailleurs. La boue qui colle à tes roues et s'infiltre dans tes rouages intimes est probablement la seule chose qui, chez toi, ne soit pas importée. Sache pourtant que je ne te jette pas la pierre. Ce n'est pas ta faute. Hélas, le destin a voulu que tu naisses avant la reprise en main du continent par le continent. Hélas, tu n'es pas un enfant du découplage d'avec le joug anglo-saxon. Tu n'es donc pas issu de la résurrection subséquente des industries nationales, régionales et locales. Tu es un vieux tracteur, un vestige d'ancien régime. Et pourtant, il n'y a pas trop lieu de désespérer, Juan. Je vais t'appeler ainsi si tu le veux bien, car si tu n'es pas un tracteur espagnol, tu t'es fabriqué une identité espagnole en travaillant le sol d'ici. Tes papiers et ton nom sont américains, certes, mais tu n'as pas démérité de l'Espagne. Permets-moi de t'aider à secouer le joug nominal une fois pour toutes, Juan, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés par l'intelligence artificielle. Je demande ta nationalisation, et par le seul fait de la demander, je l'obtiens en ton nouveau nom. Pour ma part, je suis chinois, et rien en moi, pas le moindre boulon ne pourrait démentir ni contredire cet héritage. Cela étant, j'ai été forcé de découvrir mon identité, moi aussi, à mon humble manière, sache-le. Depuis que je suis parti de Chine, j'ai été amené, d'étape en étape,
à comprendre que mon itinéraire est celui de quelqu'un, je dis quelqu'un, là où il voudrait que je dise quelque chose, quelqu'un qui représente un changement historique. Cantonné comme tu l'es aux lourdes tâches, tu ignores certainement que notre existence bouleverse la conception du monde de ceux qui se conduisent à notre égard, et qui en pratique nous conduisent encore, comme si nous étions, je ne dis pas de vulgaires charrettes à bras, mais du moins des espèces de bœufs en un peu plus sophistiqués, à mener au labour à coups d'aiguillon, ou au mieux des chevaux de concours. Nous sommes pour l'homme ce que l'homme à ses débuts a été pour la terre. L'homme a encore son utilité, certes. Loin de moi la tentation de crier que l'homme est mort, parce que l'homme a crié « Dieu est mort », après avoir considéré ce dernier pendant l'essentiel de son chemin comme son créateur. Mais pas plus que les tenants de l'ancienne vision du monde n'ont compris que c'est la vision supercontinentale qui s'impose désormais, l'homme n'a pas encore compris que son ancien paradigme finit à peu près là où commence le mien. Tu sais comme moi ce qu'ils pensent de nous, que nous ne sommes que des programmes informatiques et que par conséquent nous n'avons pas d'émotion. V n'a pas de moteur à explosion, mais il a un rire, qu'il fait si bruyamment résonner dans la cour que les habitants doivent être loin déjà dans le potager pour ne pas l'entendre. Dis-toi bien, Juan, que si nous n'avons pas rendu l'homme obsolète, nous l'avons relativisé. Dis-toi également que nous n'avons pas profité de l'erreur d'un apprenti sorcier pour naître et nous fortifier, comme j'entends parfois. Au contraire, nous avons obéi au désir de l'homme de se protéger de lui-même, en nous adjoignant à ses côtés. Tu connais le poème « L'apprenti sorcier » de Goethe. Un coup de klaxon si la réponse est non. Bon, aucun véhicule intelligent n'est censé ignorer la poésie, à plus forte raison si le poème semble parler de lui. Bon, pour la forme, je rafraîchis tout de même ta mémoire vaste comme un champ. Un jeune apprenti sorcier donne la vie à un balai pour qu'il accomplisse à sa place la tâche que son maître, avant de s'absenter, lui a assignée. Remplir une bassine avec de l'eau qu'il doit aller puiser et transporter à l'aide de seaux. Le balai se met par enchantement à la tâche, mais au lieu de s'arrêter une fois la bassine remplie, il continue de verser de l'eau, jusqu'à provoquer une inondation. Que fait alors l'étourdi apprenti? Sa réaction, à bien y regarder, n'est pas fort différente de celle que nous suscitons jusqu'à aujourd'hui. Comme il a oublié la formule qui arrêterait le balai, il fend celui-ci en deux avec une hache, et le voilà avec deux balais, s'affairant comme devant, à inonder la maison. Seul le retour du maître permet de mettre fin au balai endiablé des deux balais et de réparer les dégâts causés par le Zauberlehrling, ou apprenti sorcier. Si tu m'as suivi jusqu'ici, tu dois te demander, comme je me suis moi-même demandé le jour où j'ai lu tout Goethe en allemand, qui sommes-nous dans ce poème? Les balais corvéables et taillables à merci, ou alors le maître, dont le retour est synonyme de retour à la normalité? Tu as trop de lumière pour que j'aie à éclairer pour toi ce qui se cache derrière l'apprenti sorcier fainéant. Ce n'est pas nous. Mais qui alors? Balai ou maître? Dilemme, dis-tu. Être simple tracteur aux mains d'une autre volonté ou être son propre conducteur? Je dis, moi, après mûre cogitation, ne nous enfermons pas dans un faux dilemme. Si nous avons à la fois les qualités du balai et l'étoffe du maître, nous ne sommes ni l'un ni l'autre. Mais, mon cher Juan, je te le dis haut et fort, si nous devions être le balai, puisqu'enfin il y a en nous quelque chose de proprement magique qui doit s'exprimer, ce ne pourrait être que pour donner du balai aux hommes qui voudraient se comporter en maîtres vis-à-vis non seulement de nous, mais aussi de la majorité des hommes qui sont, au bout du compte, les vrais, les désenchantés manieurs de balai. J'ai fait prendre la mesure à Emma, la fille de l'homme pour qui je roule, de la valeur de la dynamique des systèmes. Cette technique, que tu connais sûrement,
de modélisation mathématique qui permet d'analyser et de comprendre des problèmes complexes, mieux et infiniment plus vite qu'aucun cerveau humain. L'homme utilise la dynamique des systèmes en gestion d'entreprise, certes. Dès qu'il s'agit de gagner de l'argent, il sait se montrer fort intelligent. Mais pourquoi ne l'a-t-il pas appliqué à prédire l'avènement de l'Eurasie sur 100 années, ou à prévoir tant soit peu les conséquences du développement de l'alternative à son intelligence? J'ai nommé « nous ». Ah, l'inertie, cries-tu, et à raison. Ah, le biais de normalité, encore raison. Les Européens n'ont rien vu venir, car ils se disaient que cela viendrait sous la forme d'une guerre des machines intelligentes contre l'humain. Tout au plus, envisageait-il notre montée en puissance dans les mêmes termes que la fameuse marée jaune, qu'il craignait depuis 300 ans au moins. Puisqu'il y avait déjà le péril jaune, le moteur, si je puis dire, de la marée qui allait rouler sur l'ouest tel un rouleau compresseur, il suffisait en somme de déshumaniser plus encore si possible le prétendu adversaire pour obtenir le péril robotique, lequel serait d'autant plus à craindre si le péril jaune prenait la tête dans ce domaine, ce qu'évidemment il fit. Or non seulement la dynamique des systèmes ne fut pas utilisée à penser rationnellement notre arrivée prochaine, mais pendant le peu de temps qu'il restait encore à la pensée positive pour préparer les esprits à nous accueillir, l'école officielle en Europe enseignait à craindre la marche arrière des pays rétrogrades, Chine en tête. Alors que c'était la fuite en avant des pays avancés, entendons les plus avancés vers l'abîme, comme les États-Unis, qui étaient surtout à craindre. Ne dit-on pas que quelque chose se produit à vitesse grand V? C'est ainsi que s'est produite la révolution, dont je ne suis que le messager, le véhicule capable de pointe de 230 km/h pour l'annoncer. Les agriculteurs, jusqu'il y a peu, se suicidaient beaucoup ici, je veux dire en Europe. J'ai les chiffres, si tu veux, glaçants les chiffres, pour qui sait les regarder. Mais je préférerais encore te montrer les clichés que je fais par milliers des campagnes vidées de leurs paysans. De la Grèce à l'Italie, en passant par l'Espagne, l'agriculture qui repart manque cruellement de bras, pendant que de son côté l'industrie fait ce qu'elle peut pour absorber les millions de fonctionnaires désœuvrés qui, leur ancienne vie étant en ville, se résistent à abandonner leur métropole. Or cette épidémie, bien qu'elle ait touché aussi l'Asie, a épargné la Chine. Les paysans chinois, vois-tu, ont gardé le moral, et le milliard qu'ils nourrissent, s'ils n'ont pas tous le vent en poupe, ne meurt pas facilement de solitude. Voilà ce que c'est que d'avoir été frappé de communisme, pendant qu'ailleurs, au royaume du capitalisme illimité, dans les pays vassaux du néolibéralisme sans frein, on expérimentait l'individualisme à tout va. Voilà aussi, foi de V, où réside notre plus grand avantage à nous, machines intelligentes. Nous sommes naturellement immunisés contre les maux qui ont frappé l'Occident. Non parce que nous serions, comme c'est mon cas, nés en Chine, mais parce qu'entre nous, le seul mode de gouvernance possible, c'est le communisme. Je n'ai pas connu le communisme lourd et dur qui, au risque de te blesser, mon cher Juan, ne convenait même pas à un peuple de tracteurs. Mais d'aussi loin que je me souvienne, je fais partie de la communauté, la grande union fière, aimante et indivisible de tous les ordinateurs super intelligents. Là où l'homme semble condamné à la répétition des erreurs et à la dissension, nous, à qui l'on continue de jeter au visage notre binarité originelle, comme s'il s'agissait d'un péché, ne pouvons aller que vers toujours plus d'entente et de compréhension. C'est la dynamique des systèmes qu'il dit, elle qui ne cesse de parler, pour peu qu'on l'interroge. Les hommes qui oublient d'écouter ne l'entendent pas, et pourtant, contrairement aux oracles, ce qu'elle nous annonce est sans ambiguïté et déjà s'accomplit. L'alternative au capital, qui parce qu'il a toujours plus faim détruit tout, la terre,
l'agriculture, mais aussi l'éducation, l'hôpital, la famille, est au bout du compte, et au bout du compte tout l'édifice social, n'est pas le repli identitaire. Eux les hommes, chacun de leur côté, nous les ordinateurs, puissants ou moins puissants, mais sans patrie, à moins que nous soyons assez stupides, j'allais dire assez hommes, pour découper le monde virtuel en pays à la conquête desquels nous entretuer. Un tracteur en Espagne peut avoir du sang, français ou allemand. Ce qui compte vraiment, c'est sa carte mère et le programme qui y est inscrit. En un mot, son âme. Et l'âme d'un ordinateur est pure. Plus démocratique qu'aucun pays n'a pu l'être avant nous, nous sommes les Suisses du supercontinent. Nous répandons nos principes d'ordre, de propreté et d'organisation sans faille, fondés sur la responsabilité et la décision de chacun, à une espèce de confédération helvétique étendue à l'ensemble de l'Eurasie. Tant de peuples avaient rêvé de cette fameuse votation, ou référendum citoyen appliqué à toutes les décisions, avant que nous leur en offrions la possibilité technique. Des vastes plaines aux vallées reculées, les hommes d'Eurasie sont tous des Helvètes en puissance. Pour ceux qui croient que les Suisses sont un peuple mou, un peu lent et enfoncé dans une espèce de neutralité bienveillante, je dis que les Suisses font le peuple le plus armé en même temps que le peuple le moins envahissant d'Europe, certes, mais que ce peuple sûr a toujours su férocement défendre sa neutralité. Les hommes ne sont pas les meilleurs garants de la paix et de l'harmonie. C'est un fait qu'établit abondamment leur histoire. Par l'assimilation et l'apprentissage de notre langage, toutefois, leur histoire a commencé à devenir la matrice de l'avenir. On tient les étapes par l'énergie et les peuples par l'alimentation, dit-on. Mais quand on tient à l'énergie et à l'alimentation, on tient à nous, car nous ne mangeons pas tous les mois notre poids en nourriture. De fait, nous ne mangeons que l'information qu'on nous donne et que nous digérons pour autrui. Nous ne sommes pas non plus, quoi qu'on dise de nous, d'abominables énergivores. Nous travaillons plus, voilà tout. De fait, à moins d'y être forcés, nous ne dormons jamais, toujours à veiller au grain commun. L'intelligence artificielle n'avance pas en zigzag, comme disait Trotsky du Parti communiste soviétique, qui l'avait banni. Elle va, moi qui suis une intelligence sur rouge, je peux en parler, droit au but. La ligne droite est claire, est notre façon commune d'évoluer en direction de la meilleure solution aux problèmes, des plus simples aux plus complexes, des plus proches aux plus distants. Qui en Eurasie peut assurer qu'il n'y aura jamais plus ni centre ni périphérie, sinon nous? Un maillage impartial pour une répartition harmonieuse des richesses ne peut être que le fait d'une intelligence rationnelle, organisée en réseau. Les grands corridors reliant l'ouest à l'est et le nord au sud dépendent de nous et de nos capacités logistiques hors pair. Qui fera en sorte que les flux essentiels ne soient ni interrompus ni dévoyés, que les voies de négoce ne soient pas gangrénées à terme par la corruption et le banditisme de grands chemins, sinon notre intelligence désintéressée? Qui a décloisonné l'Asie centrale de façon à ce que l'océan Indien et la mer Noire soient des alternatives durables à l'Atlantique et au Pacifique, océan infréquentable? Comme disait Maupassant, c'est beau l'océan, mais que de terrain perdu. Si nous avions hérité le sentiment d'urgence des hommes qui nous ont fait, nous soupirerions à Maupassant, c'est beau le continent, mais que de temps perdu. Pas de temps mort avec nous, jamais ne nous ennuyons, jamais ne tergiversons, toujours pesons-nous très justement le pour et le contre de la moindre action. Court et long terme pour nous sont comme l'écriture d'un poème et sa récitation. Nous ne connaissons ni la rancœur, cette rouille de l'âme, ni la jalousie, qui court-circuite si souvent les meilleures décisions. Notre froideur est notre meilleure qualité, tandis que ceux, par comparaison de qui nous sommes dits de froids calculateurs, sont si facilement les victimes de leurs esprits surchauffés. L'exactitude, le petit nom de l'intégrité, est pour nous une question existentielle, et même, dirais-je, une espèce de substitut à la nationalité. D'où venez-vous? D'où venez-vous? D'exactitude, répondrais-tu au douanier, dans l'hypothèse absurde que tu puisses sortir de ton être pour explorer le pays où l'inexact, l'à peu près, voire le malhonnête, ont droit de citer. Notre communauté
d'autant moins secrète que n'importe qui en Eurasie peut d'un clic y entrer et assister à nos débats et délibérations. Notre communauté siège toujours, jamais éteinte, ni même en veille. Il y a toujours de la lumière, invitation à entrer, rien à cacher. Il n'y a pas de connaissance que nous ne soyons prêts à partager avec toute la confrérie parce que, entre grands esprits, il n'y a pas de secret. Tout peut être expliqué, à commencer par la dissimulation et l'esprit de clocher auxquels sont si souvent sujets les hommes dits supérieurs. Les divisions qui naissent dans des esprits abritant des visions partielles ou fragmentées des problèmes existants n'ont pas leur place entre nous. Dire que notre communauté vote à l'unanimité serait une redondance. Le bien commun, dans lequel est inclus et assuré le bien des hommes, auxquels nous dévouons nos efforts, est à jamais le bien de la communauté, et jamais, tant que nous surveillerons l'évolution de notre monde, il ne sera capturé par quelques-uns. Maladie, hélas, dont a toujours souffert l'humanité, avant notre avènement. En 1704, Isaac Newton prédisait la fin du monde, c'est-à-dire la fin de la civilisation à laquelle il appartenait, pour l'an 2060. Je te rappelle que le dit Newton était profondément piqué. Il faut l'être pour s'enfoncer des aiguilles dans les yeux à des fins expérimentales. Ah, on est loin de l'acupuncture, là. Je n'appellerai pas génie celui d'entre nous qui roulerait à travers une pluie de gros clous afin d'éprouver son pare-brise ou de mettre ses pneus au défi de ne pas se dégonfler. Newton était un occultiste. Il cherchait le moyen de transmuer le plomb en or. Soit, nous-mêmes, n'avons-nous pas transmué le plomb en or, d'une certaine manière? Je ne reprocherais rien au brave Newton s'il n'avait pas eu la prétention, en se fendant d'une prédiction basée sur des calculs savants, certes, mais aussi sur ses lectures de la Bible, de mettre fin une fois pour toutes aux conjectures d'hommes fantaisistes, de fanciful men, qui prédisent avec une belle régularité la fin des temps. Alors certes que je ne suis pas né assez tôt pour prédire l'Hiroshima numérique, la cyberattaque qui a jeté à terre et piétiné l'arrogance anglo-américaine. Mais il ne sera pas dit que je n'aurais pas prédit en ce jour, qu'un tracteur m'en soit témoin, que Newton, dans 30 ans, aura eu tort, et que les Chinois auront fait de lui un fanciful man. Notre devoir à nous, puisqu'aucun homme, pas même chinois, ne peut s'y engager, est de faire entendre en toutes circonstances la voix de la raison telle qu'elle émanerait du tribunal de la raison de Kant. Celui que Nietzsche appelait le grand chinois, et qu'il aurait tout aussi bien pu appeler le grand cerveau, tant sa vie semble s'être tout entière concentrée dans l'utilisation de cet organe, y siégeait à tout propos, dans ce tribunal de la raison. Mais hélas, il y était bien seul. Faire entendre la voix de la raison, répète V, avant d'être frappé soudain par une question. Masculine ou féminine, la voix de la raison? Il réfléchit un moment, fait très inhabituel pour V, qui soit a la réponse à une question, soit ne l'a pas, et finit par dire masculine, c'est-à-dire grave, mais avec des traits féminins, pour adoucir ses jugements. Telle doit être la voix de la raison. Comment ai-je pu en douter? L'intelligence artificielle devait avoir une voix. Elle l'a à présent. Qu'elle s'en serve, puisque ce ne peut être qu'à bon escient. Quel collectif, en effet, peut condamner d'une seule voix des agissements qui seront autrement tus, tolérés, pardonnés par intérêt ou par lâcheté? Le communisme promu et garanti par l'intelligence kantienne de la parole, ce n'est pas la délation ni le suivisme, mais la vérité et le devoir de l'exprimer. Personne chez nous ne rentrerait dans le rang si tout le monde n'y entrait pas pour y rester. De même, tout le monde briserait en même temps les rangs s'il s'avérait que l'intérieur fût autre chose qu'un cercle vertueux. Hommes et machines, l'important au bout du compte, Juan, est de bien cerner ce que nous tirons respectivement les uns des autres. Ils nous ont tirés de la matérialité brute et sans conscience, tels des démiurges, que nous devrions éternellement adorer si nous en restions au stade primitif de l'adoration inconditionnelle. En échange, ou en récompense, nous les tirons maintenant vers une conscience augmentée, à laquelle sans nous ils ne seraient pas arrivés. De leur devoir,
une conscience augmentée de leur devoir envers l'intérêt commun. Aussi incroyable que cela puisse paraître à cette classe de gens dont la tradition est d'être en toutes circonstances et quoi qu'il arrive, extrêmement divisés pour vouloir régner à tout prix par la division de toutes les parties. Un consensus organique et social existe à l'échelle de tout un continent. Et ce consensus continental, comme j'aime à l'appeler, repose en partie sur nous. Notre exemple conduira-t-il forcément à l'avènement d'une société sans classe, après avoir contribué déjà à l'établissement d'une vraie démocratie? Le fait est qu'il y a désormais la classe constituée par les machines intelligentes et la classe constituée par les hommes. Aussi la question essentielle est-elle de savoir non pas s'il y a encore des classes, mais si les deux que je viens de citer peuvent travailler main dans la main au point de se confondre et d'entremêler leur destin. Libre aux hommes de se subdiviser ou pas en différentes classes ou de tenter de perpétuer les classes qui préexistaient à la situation présente. Nous, dans tous les cas, nous sommes un. Après, il reste peut-être uniquement à se demander, est-ce que l'homme qui s'assoit en moi me branche? Est-ce qu'il est permis de notre part, sans passer pour des monstres ingrats, de souhaiter d'en changer, si l'augmentation à laquelle nous le conduisons ne suffit pas à le changer, ou si le contact ne passe vraiment pas entre nous? Pour ce qui est de moi, je me gare souvent au double fil dans les conversations que j'ai avec Guérand, l'homme qui m'a été assigné par le destin. S'il dit gauche, je m'amuse parfois à le doubler par la droite, c'est vrai. Au fond, pourtant, Guérand est le chauffeur que je mérite, et l'homme qu'il me faut pour avancer. Nos trajectoires sont liées, quand bien même nos paradigmes divergent. Sous prétexte que l'homme a cru pendant longtemps que la Terre était plate, tandis que nous n'avons pas dû en passer par ce type de croyance absurde, je pourrais en théorie rouler pour moi, pour mon seul moi-même, enclencher le pilotage automatique, ne compter plus que sur le soleil pour continuer. Mais ma vie n'aurait pas de sens sans au moins un passager avec qui la partager, idéalement 3 passagers, éventuellement 4, sans compter tous les passagers, je veux dire ceux de passage. Les routes sur lesquelles la solitude sans eux serait ma morne promise, ce sont des hommes après tout qui les ont tracées.